Sarah Martinez, championne de blind test considérée comme obsolète, sauve le campement en reconnaissant la musique préférée de Morrison au loin. Son don inutile devient vital pour organiser l'évacuation et éviter la capture. Épisode 4. Bonne écoute. Une semaine s'est écoulée depuis la fuite nocturne orchestrée par Sarah. Le nouveau campement installé dans une clairière à 15 km des anciennes zones a pris des allures de village improvisé. 150 réfugiés s'organisent tant bien que mal sous des bâches tendues entre les arbres, mais l'atmosphère n'a plus rien de la confiance des premiers jours. Marcus observe les visages autour de lui. La faim commence à se lire dans les traits tirés, les gestes plus lents, les regards inquiets. Morrison a tenu ses promesses. Le blocus s'intensifie chaque jour. Plus d'électricité dans un rayon de 20 km, plus de livraison alimentaire, plus d'accès aux services de base. « Combien de temps on peut tenir ?» demande Catherine à Elena, qui fait l'inventaire de leurs maigres provisions étalées sur une bâche. « 2 semaines, peut-être 3 si on rationne encore plus, répond Elena en comptant les boîtes de conserve. Mais pour les médicaments, elle désigne un sac plastique contenant leurs derniers antidouleurs et antibiotiques. 3 jours maximum. Théo, le fils de Catherine, s'approche avec l'innocence de ses 12 ans. « Maman, pourquoi on ne commande pas sur Internet ?» Un silence gêné s'installe. L'enfant n'a pas encore totalement intégré que son ancien monde a disparu. « Il n'y a plus d'Internet ici, mon chéri, » explique patiemment sa mère. « Plus de livraison, plus de magasins. » « Mais comment les gens faisaient avant ? C'est justement la question que tout le monde se pose. Dans un coin de la clairière, Robert, en tant qu'ancien technicien radio à la retraite, s'affaire autour d'un assemblage hétéroclite de composants électroniques. Des fils de cuivre récupérés, une antenne bricolée avec des branches d'arbres et du métal de récupération, des circuits imprimés arrachés à de vieux appareils abandonnés. « Qu'est-ce que vous fabriquez, Robert ?» demande Kevin. « Un poste CB, » répond le vieil homme sans lever les yeux de son travail minutieux. « Radio Citizen Band, pour écouter les communications. » Kevin regarde l'assemblage avec perplexité. Ça ressemble à de la ferraille. Robert rit doucement. « Mon garçon, j'ai appris l'électronique à une époque où il fallait comprendre chaque composant, savoir réparer avec 3 bouts de fil et un fer à souder. Maintenant, quand un téléphone tombe en panne, on le jette et on en achète un neuf. » « Mais ça va marcher votre truc ?»« Ça devrait. Les ondes radio, ça n'a pas changé depuis Marconi. » Manon, l'adolescente qui ne savait pas marcher sans GPS, s'approche avec le sourire condescendant de celle qui va dire une évidence. « Monsieur Robert, on a des talkie-walkie modernes, numériques, cryptés. Pourquoi bricoler cette antiquité ? Parce que tes talkie-walkie modernes ont une portée de 2 km maximum. Mon antiquité, elle peut capter des communications à 100 km. Et surtout, il brandit un composant, ça ne peut pas être piraté, brouillé ou coupé à distance. C'est de la technologie simple et robuste. »« Mais c'est inutile, proteste Manon. Dans le vrai monde, on a des smartphones, des réseaux 5G, des satellites. » Robert pose ses outils et regarde l'adolescente avec la patience de celui qui a vu passer plusieurs générations. « Ma petite, le vrai monde dont tu parles, il nous a abandonnés. Maintenant, on doit se débrouiller avec ce qu'on sait faire de nos mains. » Antoine, qui passe par là avec Lucie, s'arrête. « Robert a raison. Moi avant, je réparais rien. Tout était sous garantie, tout se remplaçait. Maintenant, je regrette de ne pas avoir appris. » « Mon grand-père réparait tout, » dit Lucie pensivement. « Radio, télé, même les voitures. Il disait toujours « On jette trop, on répare pas assez. » Je croyais que c'était de l'avarice de vieux. Robert acquiesce. C'était de la sagesse. Savoir comment fonctionnent les choses, ça donne une liberté que les jeunes générations ont perdue. Plus loin, près du feu central, Pierre Moreau, 50 ans, ancien professeur d'histoire au lycée, s'est improvisé veilleur de nuit. Il surveille les environs tout en racontant des histoires aux enfants qui n'arrivent pas à dormir. Mais ces histoires ne ressemblent à aucun conte de fées. « Monsieur Pierre, demande Théo, comment les gens faisaient la guerre avant les drones et les satellites ?» Pierre sourit. Enfin quelqu'un qui s'intéresse à son domaine. « Ils utilisaient des stratégies, mon petit, des ruses et de la psychologie. » Par exemple ? Eh bien, prends le siège de Leningrad en 1941. Le Führer voulait affamer la ville pour forcer la population à se rendre. Kevin, qui écoute, fronce les sourcils.
C'est exactement ce que fait Morrison, il nous affame. Précisément, dit Pierre avec gravité. Morrison applique une tactique vieille de plusieurs millénaires. Couper les vivres, isoler l'ennemi, attendre qu'il se rende par lui-même. Manon, qui a entendu la conversation, s'approche. Monsieur Pierre, c'est de l'histoire ancienne. Les guerres modernes, c'est de la cyberattaque, des missiles guidés, de l'intelligence artificielle. Et pourtant, répond Pierre calmement, Morrison utilise la plus vieille tactique du monde, parce qu'elle fonctionne. Mais ça sert à quoi de connaître ces vieilles histoires, insiste l'adolescente. On peut pas changer le passé. Pierre la regarde avec le regard du professeur qui vient de trouver la question parfaite. On ne peut pas changer le passé, mais on peut éviter de répéter les mêmes erreurs. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire sont condamnés à la revivre. C'est-à-dire ? Si je connais la tactique de Morrison, je peux prédire ses prochains mouvements, et surtout je connais les contre-mesures qui ont fonctionné dans le passé. Thomas, qui écoutait depuis l'ombre, s'approche. Pierre, vous pensez vraiment que Morrison suit un plan historique ? J'en suis certain. Siège classique en 3 phases. Isolement, privation, pression psychologique. Nous sommes en phase 2. Et la phase 3 ? Ultimatum. Il va nous proposer un retour honorable dans le système, avec amnistie pour ceux qui se rendent. Marcus rejoint le groupe. Comment vous pouvez être si sûr ? Parce que c'est toujours la même histoire qui se répète. Les puissants face aux insurgés. Les méthodes changent, mais la psychologie reste identique. Elena secoue la tête. Pierre, vous faites de la théorie. Nous, on vit dans une situation réelle. L'histoire n'est pas de la théorie, Elena. C'est un manuel d'instruction écrit avec du sang et des larmes. Le lendemain matin, une crise éclate qui va donner raison à tous ces vieux savoirs méprisés. Ça commence par des crampes d'estomac. D'abord Lucie, puis Antoine, puis une dizaine d'autres personnes. En quelques heures, la moitié du campement est pliée en 2 par des douleurs abdominales violentes. Empoisonnement alimentaire, diagnostique immédiatement le Dr Reeves, un médecin de 60 ans qui a rejoint le groupe après la fuite des zones. Intoxication par des champignons. Comment c'est possible ? Demande Catherine en tenant son fils qui vomit. Elena vérifie leurs provisions. Les champignons en conserve qu'on a récupérés hier, ils ont dû se gâter sans réfrigération. Dr Reeves examine les malades un par un, son visage devenant de plus en plus sombre. Il faut des antiémétiques, des antispasmodiques, de la réhydratation intraveineuse. On n'a rien de tout ça, constate Marcus. Nos derniers médicaments sont partis hier. Alors il faut aller à l'hôpital le plus proche. À 40 km, avec les barrages de Morrison. Un silence pesant s'installe. Il regarde les malades qui s'affaiblissent d'heure en heure. Certains commencent à avoir de la fièvre. C'est alors que le Dr Reeves prend une décision qui va surprendre tout le monde. « Attendez-moi ici », dit-il en se dirigeant vers la lisière de la forêt. « Où allez-vous » crie Elena. « Cherchez des remèdes. »« Mais où ? Il n'y a que des arbres !» Dr Reeves se retourne avec un sourire triste. « Justement !» Pendant que le médecin s'enfonce dans la forêt, l'inquiétude monte dans le campement. Sarah s'approche d'Elena. « Il fait quoi exactement ?» « Aucune idée. Il m'a ordonné des trucs sur la pharmacie de nos ancêtres. » Kevin, en confiance, observe. « Et s'il savait vraiment quelque chose ?»« Quoi, ramasser des herbes ?» ricane Manon. « On n'est plus au Moyen-Âge. » Marcus réfléchit. « Sarah nous a sauvés avec sa reconnaissance musicale. Robert bricole une radio avec des bouts de ficelle. Peut-être que le Dr Reeves... »« Peut-être qu'il perd la tête, » coupe Elena. « Les plantes médicinales, c'est de la superstition. On a la science moderne pour ça. »« Qu'est-ce qu'elle nous donne, votre science moderne ?» demande Thomas. « Théo a 42 fièvres et on n'a rien pour le soigner. » 1 heure plus tard, Dr Reeves revient avec un sac rempli de plantes diverses. Racines, feuilles, écorces. Il s'installe près du feu et commence à préparer des décoctions. « Docteur, » dit Catherine anxieusement, « vous êtes sûr de ce que vous faites ?» 40 ans de médecine, plus les enseignants de ma grand-mère herboriste, répond-il en écrasant des feuilles. Avant les laboratoires pharmaceutiques, on soignait déjà les gens. Mais c'est dangereux, proteste Elena. Sans test, sans posologie précise. C'est plus dangereux de le laisser mourir ? Dr Reeves montre les plantes une par une. Charbon de bouleau pour absorber les toxines, menthe sauvage contre les nausées, écorce de saule pour la fièvre, camomille pour les spasmes. Comment vous savez tout ça ?
Ma grand-mère était sage-femme en montagne. Pas d'hôpital, pas de pharmacie. Elle m'a appris à reconnaître les plantes, leurs propriétés et leurs dosages. J'ai cru pendant des années que c'était du folklore inutile. Kevin observe, fasciné. Et ça marche vraiment ? Mon garçon, 80% de nos médicaments modernes viennent des plantes. L'aspirine, c'est de l'écorce de saule concentrée. La digitaline pour le cœur, c'est de la digitale. La morphine, c'est du pavot. On a juste appris à isoler les molécules actives. Alors pourquoi on ne fait plus ça ? Parce que c'est moins rentable. Tu ne peux pas breveter une plante qui pousse librement. Il commence à distribuer ses décoctions aux malades. L'odeur est âcre, le goût amer, mais en quelques heures, les symptômes commencent à s'atténuer. Théo, qui était le plus mal en point, ouvre les yeux. « Maman, j'ai moins mal au ventre. » Catherine serre Dr Reeves dans ses bras. « Comment avez-vous fait ?»« J'ai fait ce que faisaient nos arrière-grands-parents, écouter la nature. » Pendant que Dr Reeves soigne les empoisonnés, Robert continue son travail sur la radio CB. Les premières réactions à son bricolage avaient été moqueuses, mais maintenant que les vieilles compétences prouvent leur valeur, les gens s'intéressent davantage à son projet. « Ça avance ?» demande Marcus. « C'est presque fini, je teste les circuits. » Robert connecte une pile de voitures récupérées et tourne quelques boutons. Un grésillement s'élève du haut-parleur artisanal. « Secteur 7 sécurisé. » Tout le monde se fige. Une voix humaine, nette, sort de l'assemblage de briques et de brocs. Passage nord bloqué jusqu'à nouvel ordre. « Ce sont eux ?» chuchote Elena. Robert acquiesce, ajustant la fréquence. Communication militaire, fréquence non cryptée. Il croit que personne ne peut les écouter. Pourquoi ? Parce que les équipements civils modernes ne captent pas ces vieilles fréquences. Il faut du matériel analogique, comme le mien. La radio continue de cracher des informations. Ration coupée dans tout le secteur, phase 3 prévue pour demain, ultimatum standard. Pierre, qui écoutait attentivement, blêmit. Phase 3, exactement ce que je prédisais. C'est-à-dire, l'ultimatum, Morrison va nous faire une proposition qu'on ne pourra pas refuser. Thomas s'approche. Quel genre de proposition ? Pierre ferme les yeux, fouillant dans sa mémoire historique. Amnistie générale pour ceux qui se rendent volontairement, retour dans le système avec tous les privilèges restaurés, promesses de réforme, d'amélioration du système. Et si on refuse ? Escalade ? Ils durcissent le blocus jusqu'à ce qu'on n'ait plus le choix ? Sarah rejoint le groupe. Comment vous pouvez prédire tout ça ? Parce que j'ai lu 1000 fois la même histoire. Siège de Jérusalem par les Romains, siège de Constantinople, siège de Stalingrad, toujours la même progression. Robert continue d'écouter les communications. Négociateurs en route, délégation officielle, proposition de paix. Ils arrivent quand ? D'après ce que j'entends, demain matin. Marcus réfléchit. Bon, et qu'est-ce qu'on fait ? Pierre répond sans hésiter. On étudie l'histoire des sièges qui ont échoué. Ce soir-là, autour du feu, Pierre donne un cours d'histoire militaire improvisé. Mais cette fois, personne ne trouve ça inutile. Les enjeux sont trop concrets. Siège de Numance, 133 avant JC. Commence-t-il. Les Romains assiègent la ville. Ils proposent une reddition honorable. Les habitants refusent et résistent 15 mois de plus. Comment ? Demande Kevin, captivé. Ils ont développé une économie de guerre. Agriculture urbaine, recyclage de tout, solidarité totale. Ils ont tenu plus longtemps que les assiégeants ne l'espéraient. Et alors ? Et alors Rome a fini par négocier de vraies concessions, pas juste une capitulation déguisée. Thomas acquiesce. Vous pensez qu'on peut faire pareil ? Si on s'organise correctement. Le problème de Morrison, c'est qu'il doit gérer d'autres crises aussi. Il ne peut pas rester ici éternellement. Elena fronce les sourcils. Comment vous savez ça ? Parce que c'est toujours la même chose. Les empires s'effondrent par surextension. Morrison contrôle combien de secteurs, combien de populations. Il ne peut pas être partout. Robert lève la tête de sa radio. D'ailleurs, j'intercepte des communications sur d'autres fronts. Ça bouge aussi dans les secteurs 12 et 18. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pierre sourit. Que notre résistance inspire d'autres groupes et que Morrison commence à être débordé. Dr Reeves, qui soigne encore quelques patients, intervient. Dans ce cas, notre objectif n'est pas de gagner, mais de tenir. Exactement. Tenir jusqu'à ce que Morrison soit obligé de négocier pour de vrai. Catherine lève la main, comme à l'école. Pierre,
Concrètement, on fait comment? On applique les recettes qui ont marché. Autosuffisance alimentaire, économie circulaire, unité absolue et surtout, il marque une pause théâtrale, on refuse l'ultimatum de demain, poliment mais fermement. Le lendemain matin, la délégation de Morrison arrive comme prévu. 3 véhicules noirs, escorte discrète, délégués en costume cravate qui détonnent dans le campement de fortune. Le négociateur principal, un homme d'une 50aine d'années au sourire commercial, s'avance vers Thomas. « Monsieur Brunet, je présume. Je suis David Laurent, médiateur officiel. Je viens vous proposer une solution honorable à cette situation regrettable. » Thomas, préparé par Pierre, répond calmement. « Nous vous écoutons. » Le gouvernement métropolitain, dans sa mansuétude, offre une amnistie complète à tous les résidents des anciennes zones. Retour immédiat dans vos quartiers d'origine avec amélioration des conditions de vie. Plus de rationnement, plus de surveillance intrusive. En échange de quoi? De votre retour volontaire dans le système, c'est tout. Pas de sanctions, pas de reconditionnement, juste un retour à la normale. Marcus, Elena et Sarah échangent des regards. L'offre semble presque trop belle. « Et si nous refusons ?» demande Thomas. Le sourire de Laurent ne vacille pas. « Pourquoi refuseriez-vous? Regardez autour de vous. Vous vivez dans la précarité, sans confort, sans sécurité. Nous vous offrons votre ancienne vie en mieux. » C'est exactement ce que Pierre avait prédit, mot pour mot. Thomas prend une inspiration. « Nous devons en discuter entre nous. » « Bien sûr, vous avez jusqu'à ce soir, mais je dois vous prévenir. » Le masque amical glisse légèrement. « Cette offre ne sera pas renouvelée. » Les délégués repartent, laissant le campement dans un silence tendu. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demande Catherine. Pierre sourit. « On fait exactement ce que nos prédécesseurs ont fait quand ils étaient dos au mur. On refuse. » Et s'ils disent vrai? Et s'ils respectent leurs promesses? Dr Reeves, qui range ses plantes médicinales, répond « Ma grand-mère avait un dicton. Méfie-toi de celui qui te promet tout ce que tu vas entendre. » Robert, écoutant toujours sa radio, ajoute « D'après leur communication interne, ils préparent des mesures coercitives renforcées en cas de refus. C'est-à-dire coupeur d'eau, bombardement sonore, gaz lacrymogène, l'arsenal classique anti-émeute. » Pierre acquiesce. Phase 4 du siège, l'intimidation directe. Le soir venu, Laurent revient chercher la réponse. Thomas, entouré de toute la communauté, lui fait face avec une dignité nouvelle. « Monsieur Laurent, nous vous remercions pour votre offre, mais nous déclinons. » Le masque de Laurent tombe complètement. « Vous refusez? Vous préférez la misère à la civilisation? Nous préférons la liberté à la facilité. Vous ne comprenez pas, il n'y a pas d'alternative. Vous êtes isolé, sans ressources, sans avenir. » Thomas sourit. « Monsieur Laurent, nous avons des docteurs qui soignent avec des plantes, des ingénieurs qui construisent des radios avec du fil de fer, des professeurs qui nous apprennent l'histoire pour ne pas répéter leurs erreurs du passé. » Il fait un geste vers le campement. « Nous avons redécouvert que nous pouvons survivre avec nos mains et nos cerveaux, que nous ne sommes pas condamnés à dépendre d'un système qui nous méprise. » Laurent secoue la tête. « Vous faites une erreur énorme. » Peut-être, mais c'est notre erreur, librement choisie. Les délégués repartent dans la nuit, furieux. Derrière eux, le campement se prépare à affronter la phase suivante. Robert augmente le volume de sa radio. « Prépare l'assaut pour demain. Gaz, canon à eau, arrestation massive. » Pierre hoche la tête. Dernière phase avant la négociation réelle. Il faut tenir. Dr Reeves prépare des antidotes naturels contre les gaz. J'ai tout ce qu'il faut dans la forêt. Sarah organise les communications internes. Marcus coordonne les équipes. On applique le plan, Pierre. Résistance passive, unité totale. L'attaque arrive à l'aube. Gaz lacrymogène, canon à eau, haut-parleurs assourdissants. Mais la communauté résiste avec ses outils de fortune. Les remèdes de Dr Reeves protègent contre les gaz. La radio de Robert permet d'anticiper les mouvements. Les leçons d'histoire de Pierre donnent le moral. Après 6 heures d'assaut, les forces de Morrison se retirent. Elles n'ont réussi à capturer personne. Ce soir-là, la radio de Robert crépite d'un message inattendu. « Monsieur Brunet ? Ici Morrison. Je crois qu'il est temps de négocier sérieusement. » Pierre sourit. Phase finale. Négociation entre égaux. Thomas prend le micro.
Nous vous écoutons, monsieur Morrison. Demain, 14h, négociation directe, sans ultimatum. Accepté. La radio se tait. Dans le copement, les réfugiés comprennent qu'ils viennent de gagner quelque chose d'inestimable, le respect. Cette nuit-là, autour du feu qui ne s'éteint jamais, la communauté fait le bilan. On a réussi, murmure Catherine, incrédule. Pas encore, tempère Pierre, mais on a franchi l'étape la plus difficile. Dr. Reeves range ses plantes. Qui aurait cru que mes vieilles superstitions sauveraient des vies ? Robert démonte sa radio pour l'améliorer. Ma ferraille nous a donné l'avantage tactique. Pierre ferme son livre d'histoire. Mes vieilleries poussiéreuses nous ont évité les pièges classiques. Sarah écoute la nuit. Nos talents inutiles nous ont rendu notre dignité. Thomas observe ses visages éclairés par les flammes. Vous savez ce qu'on a vraiment gagné ? Quoi ? La certitude que nous ne sommes pas des victimes, que nous pouvons nous adapter, apprendre et survivre, que nous valons mieux que ce qu'on nous faisait croire. Marcus acquiesce. Morrison s'attendait à des citoyens désemparés, dépendants, incapables de survivre sans assistance. Il a trouvé des êtres humains. Helena sourit. Des êtres humains qui se souviennent comment utiliser leurs mains et leur cerveau. Théo lève la main. Monsieur Pierre, vous nous apprendrez d'autres histoires ? Toutes celles que tu voudras, mon petit. Et monsieur Robert, vous m'apprendrez l'électronique ? Dès demain, si tu veux. Et Dr. Reeves les plantes ? Avec plaisir. Dr. Reeves regarde cet enfant de 12 ans qui veut tout apprendre. Tu sais, Théo, dans l'ancien temps, on appelait ça l'éducation. Pas l'optimisation, pas la spécialisation. L'éducation. Apprendre pour comprendre le monde. C'est mieux ? C'est libre. Au loin, les lumières du campement de Morrison s'éteignent une à une. Demain sera un autre jour, avec d'autres défis, mais cette communauté sait maintenant qu'elle peut les affronter. Parce qu'elle a redécouvert que les mains se souviennent, que l'histoire enseigne, que la nature guérit, et que l'humanité, quand elle s'y met vraiment, est plus forte que toutes les machines.